Juste devant eux, il y avait une grosse trappe en fer qui descendait vers ce qu'on appellerait aujourd'hui un bunker. À l'intérieur, il n'y avait qu'un mot pour décrire son contenu. L'horreur. Mon grand-père était Texas Ranger à l'époque de la Grande Dépression. Il est mort quand je n'étais qu'un gosse, alors la plupart de ce que j'ai entendu sur lui me vient en fait de mon père. Mais il y a de sacrées histoires, et celle-ci est probablement celle qui m'a le plus marqué. Comme vous pouvez l'imaginer, la Grande Dépression a poussé beaucoup de gens vers la criminalité pour leur permettre de joindre les deux bouts. Et ceux qui se remplissaient déjà les poches avec de l'argent mal acquis durent redoubler d'efforts pour maintenir le train de vie auquel ils s'étaient habitués. Résultat, le comté de Cochran devint la capitale des braquages de banques dans l'ouest du Texas. Les banques et les caisses de crédit de Morton, Whiteface et Bledsoe se faisaient braquer presque tous les jours, parfois même quotidiennement. Souvent, ceux qui braquaient la caisse de crédit de Bledsoe essayaient de passer la frontière et de filer au Nouveau-Mexique. Mais les fédéraux finirent par comprendre qu'ils fonçaient à toute vitesse sur la route 125 et ils commencèrent à poster des agents du côté de Tatum pour les intercepter et les arrêter. Sauf que tout le monde ne prenait pas la 125, et beaucoup plus de types s'en sortaient que ce que mon grand-père ou les Rangers auraient voulu. Un jour, mon grand-père essayait de pister un braqueur de banque à travers tout l'État. Ce fils de avait tiré sur une employée au guichet après qu'elle l'avait surpris. Du coup, il n'y avait pas eu pénurie de tuyaux. Des gens appelaient sans arrêt pour dire qu'ils avaient repéré soit le type, soit sa bagnole. L'un de ces tuyaux venait d'un homme qui affirmait être sûr à 99% d'avoir vu la voiture du fuyard sur le parking d'un motel isolé appelé le Yellow Rose. Mon grand-père est allé là-bas pour parler au propriétaire. C'était un gentil couple de personnes âgées qui vivaient là comme dans une sorte de semi-retraite au milieu de nulle part. Ils expliquèrent qu'avant le crash de Wall Street, l'endroit était plutôt animé. Mais en 1932, ce n'était plus qu'une maison de retraite déguisée en motel. Presque plus personne ne s'y arrêtait. Et quand des gens le faisaient, les deux vieux ne tenaient aucun registre. Ils laissaient les voyageurs payer leur tarif de 50 cents, choisir la chambre qu'ils voulaient, puis repartir quand bon leur semblait. Mon grand-père dit qu'ils étaient adorables. Ils répondirent à toutes ces questions et à celles de son partenaire, les laissèrent visiter l'endroit autant qu'ils voulaient, et leur promirent de les recontacter s'ils se souvenaient de quelque chose. Mais à les écouter, le suspect n'était jamais venu par ici. Et si la voiture avait été vue sur le parking, le type ne s'était de toute façon pas enregistré à l'accueil. Mon grand-père les avait remerciés, leur avait conseillé de commencer à noter les arrivées au cas où ils devraient revenir, et son partenaire et lui repartirent suivre d'autres pistes. Sauf que la trace avait refroidi, et au bout d'un moment, ils durent se concentrer sur d'autres fugitifs. Quelques mois passèrent. Mon grand-père et son partenaire enquêtaient sur un autre suspect, lié à un braquage totalement différent quand le nom du Yellow Rose est revenu sur la table. Cette fois, c'était un client qui affirmait avoir vu, par hasard, le suspect entrer dans une chambre avec exactement le même type de sac que celui utilisé lors d'un braquage de magasin d'alcool. Il semblait qu'ils étaient sur la bonne piste, sauf que, quand ils sont arrivés au motel, c'était la même histoire que la fois précédente. Ils n'avaient aucun registre, mais ils se souvenaient vaguement du type, après que mon grand-père leur ait montré une photo. À part ça, ils n'étaient d'aucune aide. Mon grand-père et son partenaire ne soupçonnaient pas vraiment le couple, mais ils commençaient à être un peu frustrés par leur inutilité. On pouvait les excuser à cause de leur âge et de leur tempérament, mais quand même. Mon grand-père se disait que si ça avait été n'importe quel autre motel, il aurait déjà eu les suspects derrière les barreaux. Quelques mois passèrent encore. Et ouais, vous avez deviné, le Yellow Rose Motel apparaissait encore une fois dans les dépositions liées à un suspect de braquage à main armée. Mon grand-père et son partenaire reprirent la route et allèrent parler au propriétaire. Sauf que cette fois, ils les prirent en flagrant délit de mensonge. Le témoin avait dit que le suspect semblait nerveux et refusait de sortir de sa chambre. Ce qui voulait dire que le vieux propriétaire avait dû aller le voir à chaque fois qu'il avait un souci. Et apparemment, il en avait eu beaucoup. L'homme admit avoir parlé au suspect, mais au début, il avait fait semblant de ne pas comprendre de quel client les Rangers parlaient. Et quand mon grand-père demanda s'il avait été assez longtemps dans la chambre pour bien le voir,
L'homme mentit en disant que non. Mon grand-père et son partenaire restèrent calmes. Ils ne le plaquèrent pas contre un mur pour l'accuser, ce n'était pas leur style. Ils firent comme s'ils le croyaient et repartirent en essayant de comprendre comment ce gentil couple pouvait être lié à ces criminels. Le partenaire de mon grand-père pensait que c'était assez évident. Le couple âgé offrait un refuge aux braqueurs à condition de toucher une part du butin. Le loyer n'était pas de 50 cents pour eux. Non, c'était plutôt 50, 100 $, et à l'époque, c'était une somme énorme. Le seul problème, c'était que mon grand-père et son partenaire devaient le prouver. Et vu qu'ils avaient déjà fouillé l'endroit de fond en comble sans rien trouver, ils savaient que ça ne serait pas facile. Ils attendirent des mois avant d'entendre de nouveau parler du Yellow Rose. Et quand ça se produisit, mon grand-père et son partenaire faillirent faire péter le compteur pour aller récupérer cette information à toute berzingue. Le tuyau provenait d'un bandit qu'un autre bureau avait déjà arrêté et mis derrière les barreaux. Il pensait que son complice l'avait trahi, alors il voulait se venger. Il dit à mon grand-père que son partenaire l'avait non seulement abandonné pendant le coup, ce qui avait mené à son arrestation, mais qu'en plus, il l'avait arnaqué de la moitié du fric. Le plan, c'était que si l'un d'eux se faisait prendre et que l'autre s'en sortait avec le butin, celui qui restait libre devait s'assurer que la famille de l'autre serait prise en charge pendant la détention. Sauf que le complice n'avait pas respecté sa part du marché. Alors, le prisonnier était furieux, et il raconta tout à mon grand-père. Leur plan consistait à se rendre dans un endroit appelé le Yellow Rose qui aidait les criminels à échapper à la loi en échange d'une part du gâteau. Le partenaire de mon grand-père jubilait presque en mode « Je le savais, bon sang, je le savais depuis le début ». Mais une pièce essentielle du puzzle manquait encore. Mon grand-père ne savait toujours pas comment le couple aidait concrètement les criminels à disparaître, et le prisonnier n'en savait rien non plus. Donc impossible de leur passer les menottes tant qu'ils n'avaient pas élucidé ça. Ils planchèrent sur la question pendant des semaines, leur chef adjoint sur le dos exigeant des résultats. Au bout du compte, mon grand-père et son partenaire élaborèrent un plan. Ils allaient demander l'aide d'un troisième ranger, un que le couple âgé n'avait jamais rencontré, et l'envoyer sous couverture en faux braqueur pour s'enquérir de leur service. Ils pensaient que c'était infaillible. Surtout parce que leurs collègues rangers s'étaient naturellement mis dans le rôle. Ils avaient affaire à des enfoirés sans foi ni loi presque tous les jours, alors en imiter un était facile. Il suffisait d'être patient, de gagner leur confiance, puis de les placer sous surveillance. Première étape, envoyer leurs collègues approcher le couple et voir s'ils accepteraient de l'aider. Il entra, quelques minutes passèrent. Il ressortit avec une garantie verbale explicite. S'il débarquait avec la loi à ses trousses, et s'il leur donnait quelques centaines de $, il l'aiderait à filer jusqu'au Mexique, là où on ne le retrouverait jamais. Après ça, il ne restait plus qu'à choisir une date et une heure, à diffuser un faux bulletin d'information à la radio pour que le couple croie vraiment qu'un braquage venait d'avoir lieu, et à faire arriver leur ranger sous couverture au Yellow Rose en faisant crisser les pneus avec un gros sac d'argent. Le jour de l'opération, mon grand-père et son partenaire se postèrent près d'un château d'eau à environ 1 km du Yellow Rose et observèrent toute la scène avec des jumelles. Le faux braqueur déboula à 100 à l'heure, il fonça à l'accueil comme un possédé, hurla que les flics étaient à ses trousses et qu'il avait besoin de se cacher. Le vieux l'aida à planquer la voiture dans le garage derrière, puis ils lui montrèrent leur cachette secrète pour fugitifs recherchés. Mon grand-père et son partenaire les virent emmener leurs collègues hors de vue. Au moment où le couple lui montrerait comment il traitait un fugitif, il devait sortir son arme, ses menottes et les arrêter. Sauf que mon grand-père et son partenaire n'avaient aucune idée de combien de temps ça prendrait. Parce que bon, qui sait, si ce n'est les vieux suspects. 30 minutes passèrent, puis 1 heure, puis 2 heures, et ils commencèrent à se demander ce qui se tramait. À l'époque, il n'y avait pas de micro, pas de gadgets sophistiqués comme aujourd'hui. Alors ils n'avaient qu'une chose à faire, attendre, et devenir de plus en plus nerveux. Finalement, ils décidèrent d'y aller eux-mêmes et de fouiller l'endroit de haut en bas une nouvelle fois. Mais cette fois, ils arrivèrent en force. Il y avait des rangers, des agents du shérif et même 2 agents fédéraux qui avaient fait la route depuis Plains à la dernière minute dès qu'ils avaient appris qu'un Texas Ranger avait disparu. Ce sont les chiens qu'ils avaient emmenés qui retrouvèrent le ranger. Et malheureusement, ce n'était pas parce qu'ils étaient dressés à retrouver des personnes.
Ces chiens-là étaient dressés à sentir le sang. Et bon Dieu, du sang, ils en trouvèrent. Derrière, près du garage où le vieux planquait les voitures des fugitifs, il y avait une vieille carcasse de camion en panne, là, sur place. Les chiens étaient dessus, ou plutôt ils reniflaient le sol en dessous, puis ils marquèrent l'endroit comme on leur avait appris. Les rangers firent déplacer la vieille carcasse. Ils examinèrent la terre, et ils finirent par trouver ce qu'ils cherchaient. Un tapis ou une sorte de moquette. Ils l'avaient recouvert de terre et de cailloux si bien que, sauf si vous marchiez dessus, il était impossible de deviner que c'était là. Ils tirèrent. Juste devant eux, il y avait une grosse trappe en fer qui descendait vers ce qu'on appellerait aujourd'hui un bunker. À l'intérieur, il n'y avait qu'un mot pour décrire son contenu. L'horreur. Ce bunker était ce qu'on pourrait qualifier d'abattoir. Il y avait une salle de mise à mort avec une bonde au sol et un tuyau pour rincer le sang. Il y avait une salle de traitement où ils s'occupaient des corps. Mais ils ne se contentaient pas de se débarrasser des cadavres pour que personne ne les retrouve. C'était l'inverse en fait. Ils embaumaient et préservaient les corps avec une sorte de vernis spécial pour empêcher la peau de pourrir. Un peu comme le ferait un taxidermiste. Et quand les corps étaient enduits, habillés, cheveux peignés, ils les plaçaient dans une petite pièce, là, ensemble, comme s'ils étaient tous en train de passer du bon temps. Le pire, c'était qu'ils affirmaient ne pas faire ça par plaisir. En tout cas, c'était ce que le couple âgé prétendait. Ils disaient faire ça parce qu'ils avaient de la peine pour les gens qu'ils tuaient. Ils ne les tuaient que parce que les fugitifs étaient de mauvaises personnes. Leurs mots, pas les miens. Et ils disaient qu'ils n'auraient jamais tué le ranger s'ils avaient su qu'il était un gardien de la paix. Mais le ranger avait attendu un peu trop longtemps avant de révéler sa véritable identité. Le vieux l'avait frappé à la tête avec un marteau. Et quand les forces de l'ordre étaient arrivées, il avait déjà presque vidé le corps de son sang avant de le traiter. Ils ne pouvaient pas enterrer les corps sur leur terrain, pas sans trop attirer l'attention, alors, selon eux, ils avaient fait la meilleure chose possible. Ils avaient créé une sorte de mausolée, un endroit où ces sales types pourraient se retrouver dans une pièce agréable avec des livres, un tourne-disque et une table de poker. Je suis sérieux, ils avaient acheté tout ça avec l'argent reçu des braqueurs. Ils disaient que c'était la moindre des choses vu qu'ils les avaient assassinés. Et il n'y avait pas que les 3 types que mon grand-père cherchait. Ils avaient tué 4 autres criminels qu'ils pensaient avoir beaucoup d'argent volé sur eux au moment des faits. Et ils faisaient ça depuis des années. Ça a fait beaucoup de bruit dans le comté de Cochran à l'époque, mais j'imagine que ça n'a jamais été médiatisé au-delà parce qu'il n'y avait pas eu de grands procès à filmer pour les journaux. Le vieux avait fait une crise cardiaque dans sa cellule et la femme était en train de mourir d'un cancer. Elle décéda dans la nuit avant même qu'on ait pu la présenter à un juge. Mon père disait que mon grand-père ne s'était jamais remis d'avoir envoyé son collègue en éclaireur. Il répétait toujours que ça aurait dû être lui, et j'imagine que c'est pour ça qu'il buvait autant. C'est aussi pour ça qu'il est mort quand j'étais enfant. Au final, ce vieux couple eut un rôle énorme dans l'histoire de ma famille. C'est déjà terrible en soi, mais c'est encore pire quand vous vous dites qu'ils se considéraient comme des gens bien. Aïe autres fidèles, j'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre ressenti. Si vous avez des histoires à raconter, de préférence des expériences personnelles, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires connues ou moins connues que vous aimeriez me voir traduire et m'écouter lire, faites-moi en part en commentaire. Un grand merci aux abonnés Tipeee qui soutiennent la chaîne et donc tous les projets en cours. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description et en top commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres frissons, d'autres histoires d'horreur en ma compagnie.